siècle est la langue universelle. Quand on sait que l'anglais est utilisé dans le monde entier et qu'on n'a pas de médias professionnels qui savent parler d'abord le langage de l'autre, des médias qui parlent l'anglais, pour les convaincre, on se rend compte que on vit juste au jour le jour. On n'a pas de stratégie. On attend que quelque chose se produise pour réagir, pour commencer à se mobiliser, pour mobiliser l'opinion publique, comme ça a été le cas dernièrement, sans avoir vraiment une vision de court, moyen et long terme pour vraiment convaincre l'opinion publique internationale et déstabiliser les autres et renverser la tendance. Car malheureusement, quand on voit sur les médias sociaux, on voit d'abord qu'il y a une absence d'engagement de la part de nos hommes politiques et aussi de la part de notre opinion publique marocaine. Car on ne peut pas seulement critiquer les officiels, on doit aussi nous critiquer nous-mêmes. Les Marocains ne sont pas encore présents sur les médias sociaux quand il s'agit de choses, de sujets qui sont d'une grande importance pour le pays, à la tête desquels la question du Sahara. Moi, personnellement, quand je suis sur Twitter et Facebook, je vois que ceux qui défendent le Polisario, que ce soit les Marocains ou les étrangers, ils sont très actifs. Mais les Marocains, il y a trop peu qui sont actifs. On peut pas, à l'âge des médias sociaux, on ne peut pas continuer à défendre la question du Sahara de la même manière qu'on l'a fait il y a 2 ou 3 décennies. On doit s'adapter, que ce soit pour les officiels ou pour l'opinion publique, on doit s'adapter aux nouvelles technologies. On ne peut pas continuer à défendre la question, à adopter les mêmes stratégies qui n'ont pas forcément été convaincantes ni efficaces. Il faut que les Marocains, que le gouvernement et l'opinion publique soient vraiment conscients de l'importance de bien utiliser les médias sociaux pour convaincre l'opinion publique internationale. Car on a un problème au Maroc, c'est qu'on croit, nous on est convaincus que le Sahara est marocain. C'est indiscutable. Tous les Marocains sont convaincus de ça. Mais le problème du Sahara, ce n'est pas un problème interne. C'est un problème qui a été internationalisé depuis 4 décennies. Depuis le début des années 60. Et depuis que le Maroc a accepté que le Polisario est une partie prenante du conflit, le problème n'est plus un problème interne. C'est un problème qui est traité aux Nations Unies. C'est un problème international. Donc, on doit convaincre l'opinion publique internationale. Et pour convaincre cette opinion publique internationale, on doit parler la langue que ces gens comprennent. On doit savoir comment les convaincre. On doit d'abord être conscient de ce que les autres font, de bien cerner leurs arguments, et en plus préparer des réponses en fonction de ces arguments, en sachant comment s'adresser aux autres. On ne peut pas parler à un Suédois ou à un Américain de la même manière qu'on parle à un Marocain. Si je vais parler avec un Marocain, bien sûr, pour nous, les Sahraouis qui sont à Tindouf, ils sont retenus contre leur gré, mais si je vais dire ça à un Américain ou un Suédois, il va dire que je parle la langue de la propagande, la langue de l'État. Je peux convaincre un Américain, un Suédois, un Norvégien de la même, qu'ils sont vraiment retenus, mais en sachant utiliser les termes qui vont avoir un écho, qui vont vraiment sembler crédibles. C'est ça le problème qu'on a. On ne sait pas parler la langue des autres. Et d'abord, en plus, on ne s'adresse même pas à eux. On croit, on se dit que bon, le Sahara est marocain, le Maroc restera toujours dans son Sahara, mais il faut bien travailler pour convaincre l'opinion publique internationale, surtout dans les pays scandinaves, dans les pays anglophones en Afrique, dans les pays de l'Amérique latine, là où on a vraiment un grand déficit d'image. Si on continue à se défendre de la même manière, je ne sais pas ce qui va se passer dans les années à venir. Bon, cette année, la tendance, avec ce qui s'est passé avec Ban Ki-moon, il sera probablement à plus forte raison en faveur du Maroc, car après les délibérations qui ont eu lieu au Conseil de sécurité en mars, et il est apparu clairement que Ban Ki-moon est isolé et qu'aucun pays du Conseil de sécurité, surtout les pays qui ont le veto, les P5,
aucun pays n'est prêt à sacrifier le Maroc, à sacrifier son importance stratégique pour faire plaisir à Ban Ki-moon. Car Ban Ki-moon, après l'éclatement de la crise, il pensait que le Conseil de sécurité allait se ranger de son côté et condamner le Maroc. Car dans le passé, à chaque fois qu'il y avait des mêmes cas de figure, quand un État est confronté au secrétariat des Nations Unies, en général, le Conseil se range du côté du secrétaire général et dans ces cas-là, où il adopte des résolutions qui ont une importance politique très, très grave, ou des déclarations présidentielles ou un communiqué de presse. Donc les trois, c'est en importance hiérarchique. Il y a d'abord la résolution, en plus la déclaration présidentielle, et en dernier lieu, il y a le communiqué de presse. Mais avec ce qui s'est passé entre le Maroc et Ban Ki-moon, ce qui montre comment Ban Ki-moon a vraiment souffert un grand coup dans sa carrière diplomatique, c'est que le Conseil n'a adopté aucun des trois. À la fin des délibérations qui ont duré plus de 2 semaines, il a adopté ce qu'on appelle press elements, des éléments à la presse, qui, dans le langage de l'ONU, ils ne sont même pas gardés dans les archives de l'ONU. Car les trois que je viens de citer, ils sont gardés dans l'archive de l'ONU. Et si on va par exemple chercher les délibérations qui ont eu lieu dans le Conseil sur le Soudan ou n'importe quel autre pays, on va trouver ce que les membres ont dit dans les archives de l'ONU. Alors que quand il y a des éléments lus à la presse, ces éléments qui sont lus à la presse ne sont pas gardés dans les archives. Et ça montre bien qu'ils n'ont aucune importance politique. Ça montre bien que le Conseil de sécurité n'a pas voulu mettre de la pression sur le Maroc et que le Maroc maintenant est dans une position plus favorable que l'année dernière. Et je pense que dans les semaines à venir, quand je viens de dire au début, il ne sera plus question de parler des droits de l'homme ou des ressources naturelles. Maintenant, on va essayer de convaincre les membres influents, surtout la France, les États-Unis, la Russie, la Chine et la Grande-Bretagne. Ils vont essayer de convaincre le Maroc de la nécessité du retour de la composante civile de la MINURSO pour qu'elle puisse remplir sa tâche. Mais au-delà, après l'adoption de la résolution de la fin d'avril, la question ne sera pas résolue.